Au Bénin, on les appelle les émidjans. Au Cameroun, les benskinners. Des sobriquets qui illustrent moins une réalité, le phénomène des mototaxis connaît une recrudescence sur le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne. Bangui, Douala, Bujumbura ou encore Cotonou, des capitales africaines qui sont aujourd'hui carrément inondées par des mototaxis qui font la part belle aux taxis conventionnels. Alors des interrogations naissent. Doit-on s'en méfier? Pourquoi une telle prolifération? Attractivité économique ou simplement l'expression du bleu? C'est le sujet de cette édition de Le Plus du MAG. On m'appelle Arossi Bruno. Je suis conducteur de taxi moto. Ça fait pratiquement une dizaine d'années. Je suis peintre de carrière, mais les conditions font que tu vas travailler une semaine, tu es obligé de rester au moins 2 mois à la maison avant d'aller encore sur notre chantier. Donc à défaut de ça, je me suis jeté. Comme j'ai ma moto, j'ai commencé par conduire un peu. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé totalement dedans. Le jour se lève à peine sur le Bénin que Bruno enfourche sa moto pour aller à la conquête des rues de Cotonou. Tout au long de la journée, le challenge pour lui va consister à trouver la pitance pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai au moins une femme et 4 enfants. Et ma fille aînée fait déjà la 4e année. Elle est à Timo et l'école privée de Lobosupa, Tino. C'est une école privée. D'un client à un autre et d'une destination à une autre, Bruno va sillonner la ville qu'il maîtrise déjà par cœur pour une recette journalière qui permet tout au plus la subsistance. Bon, si c'est plus, vous êtes à 4 000, 5 000. Si c'est trop, là, vous allez mouiller vraiment le maillot, quoi. C'est-à-dire, depuis le matin, quand vous démarrez, c'est à 21 h que vous avez terminé. Là, vous allez vous retrouver autour de 4 à 5 000. Si c'est trop. 5 000 francs CFA, soit environ 10 €, ce à quoi il faut ajouter les dépenses liées aux pannes de la moto. Comme ici ce matin, Bruno va débourser la rondelette somme de 500 francs CFA, environ 1 €, pour réparer une crevaison. La moto, il faut bien en prendre soin, car c'est le gagne-pain et une fois la panne réparée, Bruno se fond à nouveau dans le tumulte de la circulation, avec en tête un seul objectif, rattraper le temps perdu, car pour lui, le temps, c'est de l'argent. Cotonou est la capitale économique et la plus grande ville du Bénin. La ville est surtout connue pour son marché international de 20 hectares d'Antokpa, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, et sa pollution due à l'utilisation d'essence fréglatée, le paillot, importé frauduleusement du Nigeria. Sa population est officiellement estimée à plus de 800 000 habitants en 2012. Cependant, son agglomération avec la commune d'Abomey-Calavi dépassait déjà le million au recensement de 2002 et devrait avoisiner 1 200 000 habitants de nos jours. À Cotonou, la circulation est bien dense. Il y a presque autant de voitures que de motos et c'est en grande partie ces dernières qui assurent le transport urbain. Ici, on les appelle les émidjans. Ces émidjans aidaient beaucoup la ville de Cotonou. Parce que pour partir d'un point à l'autre, c'est pas facile d'attendre un taxi qui vient vous chercher. Parce que pour que le taxi vous prenne tout de suite, lui, où vous avez les moyens remplis de monde, c'est-à-dire si le taxi compte c'est un taxi de 4 places, ou 6 places ou 8 places, ou vous êtes d'accord pour payer les 8 places, vous déplacez tout de suite, ou alors vous êtes obligé d'attendre qu'il remplisse son taxi du nombre de personnes qu'il faut avant de partir. Alors qu'avec le émidjan, tout de suite, vous arrivez, vous le trouvez, vous voulez aller d'un point à l'autre, bon, vous payez le montant, il vous prend et s'en va.
Donc le Zémidjan aide beaucoup la ville quand même dans des problèmes de ralliement d'un point à l'autre. Quand bien même il y a des problèmes qui sont là qu'on reconnaît. Il faut aussi reconnaître qu'ils nous aident beaucoup. Zémidjan signifie littéralement emmène-moi vite ou encore prends-moi brusquement en Fon, langue du sud du Bénin. Ils sont très appréciés par les populations car ils comblent les lacunes des transports publics. Pour quelques centaines de francs CFA, environ des dizaines de centimes d'euros, ils amènent leurs clients indépendamment de l'état des routes et de l'heure du jour ou de la nuit dans n'importe quel coin de la ville où les taxis traditionnels ne peuvent pas toujours se rendre. Je préfère les ZIM parce que pourquoi? Les bus maintenant, eux, à la manière, dès que tu as pris une ZIM, ils peuvent t'amener dans le vent, dans quelques endroits, en chola, en coin, ils peuvent t'amener. Mais les bus maintenant, ils vont te faire déposer sur la voie et tu vas rentrer pour faire encore le pas dans le vent. Bon, je préfère de prendre le ZIM pour faire chola, ça serait un peu vite avec moi. Yeah, I take motorbike sometimes. Yeah, because they are faster. Bon, j'aime prendre le ZIM parce que au Bénin ici nous sommes dans un pays pauvre, donc c'est une obligation pour nous de prendre ZIM pour aller là où on peut aller, parce qu'il n'y a pas de vents pour aller, donc c'est des ZIM qui sont capables d'aller vers où nous voulons. Il y a là où bon, donc si au-delà, on ne peut plus aller. Parce que vous voyez. Donc c'est avec les ZIM qu'on peut y aller là où on veut. Cependant, il est difficile de dire si conducteur de moto-taxi est un véritable métier. Même s'il permet aux uns et aux autres de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille, on ne peut pas dire que c'est un métier de passion. Dans la grande majorité des cas, les conducteurs de moto-taxi ont été contraints face aux vicissitudes de la vie d'enfourcher la moto, poussés là par des fortunes diverses. Puis la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate? Les Zémidjans qui sont à Cotonou, c'est essentiellement de nos frères qui, après les études, n'ont pas pu trouver quelque chose à faire. Il y en a qui, bon, parce que pensant qu'à la ville, c'est plus rose, laisse le village et puis vient à la quête du travail. Avec le désenchantement, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller, ça donne au taxi moto. Et puis, il n'y a que aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître, le manque d'activité pour occuper, et vraiment, les jeunes également poussent beaucoup à aller. Sinon, il n'y a pas de conditions particulières. C'est des situations de vie courante qui amènent souvent les gens à s'adonner à cette activité qui, bon, disons-le, est devenue aujourd'hui et vraiment très florissante. Et tout le monde veut faire Zémidjan, je pense que c'est ça qu'il faut faire. L'activité, quant à elle, est relativement réglementée par la mairie. Pour devenir Zémidjan, il ne suffit pas de s'acheter une moto, il faut aussi se mettre en règle vis-à-vis de la municipalité. Et là, lorsque tu as ta moto, j'ai ma moto que j'ai achetée, je me rends au niveau de la mairie de Cotonou. Il y a une session qui est réservée pour enregistrer les Zémidjans. Je paye une somme d'argent et puis on me prend, demande les pièces de mon véhicule, de ma moto, excusez-moi. Mon lieu de résidence, bref, un certain nombre d'informations relatives à la personne elle-même d'abord, et aussi à la moto qu'elle détient, et puis après on vous attribue un numéro, et bien voilà, l'activité commence, vous êtes Zémidjan à Cotonou. À Cotonou, les Zémidjans se distinguent des motos des particuliers en arborant une chemisette jaune qu'ils doivent impérativement se procurer après leur enregistrement à la mairie. Ils doivent ensuite y faire floquer leur numéro d'immatriculation pour un coût total de 2000 francs CFA, soit environ 3 €. L'activité, qui a démarré lentement, a aujourd'hui pris de l'ampleur au point de devenir le principal moyen de transport dans la ville de Cotonou et dans chaque ville, tant soit peu importante du Bénin. Normal, quand on sait que pour devenir Zémidjan, pas besoin de diplôme, ni même de permis de conduire. Et au niveau de la ville, évidemment, nous avons un registre d'enregistrement des Zémidjans. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que à peut-être 1 ou 2 Zémidjans près, nous avons 79 983 Zémidjans actuellement en circulation. Normalement, avant de se mettre à conduire une moto, exactement comme ça se passe pour les véhicules, il faut d'abord avoir un permis de conduire.
Mais pour ce qui est de l'activité Zémidjan, aujourd'hui à Cotonou, je ne puis vous dire qu'il y a forcément ça comme une condition préalable pour l'activité. Il suffit de savoir manipuler soi-même la moto, bien, sans permis de conduire. Et de toutes les manières, ce n'est pas une exigence au niveau de l'administration locale aujourd'hui, pour que je puisse vous dire qu'il faut forcément avoir un diplôme de permis de conduire, un permis de conduire avant de faire l'activité. Les 80 000 Zémidjans de Cotonou se voient régulièrement accusés d'être à l'origine de la pollution de la ville. Selon le ministère de l'Environnement, il est émis chaque jour au Bénin 83 tonnes de monoxyde de carbone, dont 49 tonnes émises par les deux de contrebande. Le paillot y est pour quelque chose, de 15% à 30% moins cher que le carburant à la pompe. Il est aussi beaucoup plus polluant. Les risques que les taxis-motos courent et font courir à la population sont souvent plus directs. Ils sont aussi la cause de nombreux accidents de la route, 40 à 50 par jour en 2012 dans la seule ville de Cotonou. Le Zémidjan aide, mais il faut également mettre sur la table le côté de la sécurité routière. Et cela aide beaucoup les gens, mais aussi ils sont également le vecteur de beaucoup d'accidents, la cause de beaucoup d'accidents. Et la plupart du temps, c'est des accidents mortels. Donc forcément, on doit pouvoir penser à cette activité-là, pouvoir penser cette activité tout fait pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle dure dans le temps. Et que, bon, comme dans les autres villes qui se respectent, on puisse réellement voir les bus circuler dans un système de transport urbain et les Zémidjans peut-être pour les petites courses au village ou ailleurs, pour les courses personnelles. Et la solution, la ville de Cotonou semble l'avoir trouvée. Les bus de la société Ben-Afrique sont bien là et sillonnent majestueusement les artères de la capitale économique béninoise. L'idée, qui remonte à la présidence de Mathieu Kérékou, vise à réduire le nombre de Zémidjans dans la ville et à réorienter les conducteurs de mototaxis vers d'autres activités, à l'instar de l'agriculture. Aujourd'hui, vous pouvez constater déjà au niveau de la ville de Cotonou que nous avons des bus Ben-Afrique qui circulent. C'est un projet de la ville de Cotonou et qui vise essentiellement effectivement à progressivement remplacer les Zémidjans de manière à leur permettre de s'adonner à d'autres activités que le gouvernement d'ailleurs est en train de prévoir. Parce que vous vous souvenez, je pense qu'il y a quelques années en arrière, l'ancien président Kérékou avait invité d'un discours les Zémidjans à aller vers l'agriculture. Bon, est-ce que les moyens ont suivi pour qu'ils puissent... Ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, le gouvernement actuel du président Yahya Boni est encore revenu sur la même question. Et je pense que les gens sont en train de trouver des solutions pour pouvoir permettre effectivement à ces Zémidjans-là de partir progressivement pour laisser place à ces structures-là plus organisées pour pouvoir organiser l'activité de transport au niveau de la ville. Donc aujourd'hui, il y a Ben-Afrique qui est là. C'est un projet de la ville de Cotonou. Et de plus en plus, les gens commencent par comprendre qu'il faut aussi aller là et laisser un peu les autres du monde. Avec l'arrivée des bus Ben-Afrique, le projet de la ville de Cotonou se réalise en amont. En aval, par contre, les Zémidjans n'apprécient que très modérément le sort que la municipalité veut leur réserver, car pour eux, l'agriculture est loin d'être un secteur porteur. Vous dites que les gens qui sont à l'agriculture, est-ce qu'ils ont pu améliorer leurs conditions? Et nous allons s'ajouter à eux. Là, c'est de la foutaise. Ceux qui sont là-bas, là, qui font l'agriculture, là, est-ce qu'ils ont pu améliorer leurs conditions? Mais rien, mon frère. Allez, si vous quittez ici, là, il faut promener vos caméras dans les champs pour voir. Les gens, ils en manquent de tout. Ils ont dit qu'ils ont acheté les machines agricoles, tout ça là. Le masque qui était à 100 francs avant leur arrivée, aujourd'hui c'est à 250. 300. 250. Malgré les machines agricoles qu'ils ont chanté, acheté, le maïs était à 250. Maintenant, vous nous dites d'aller encore dans les champs. Est-ce qu'ils ont pu améliorer les conditions de ceux qui font le cultivateur ou bien les paysans là-bas? Ils ont pu améliorer leurs conditions. Si nous autres là, nous quittons ici pour s'ajouter à eux, ça c'est du... Qu'est-ce qui va se passer? Non, nous... Est-ce qu'on peut encore s'amuser avec nous? Non! Non! Si ceux qui sont là-bas, là, s'ils vivent bien là, comment l'agriculture là, ça c'est un problème. Prends une eau sacrée là. Rapidement, nous allons s'ajouter à eux.
Les autres végètent dans la misère totale et nous autres aussi, nous allons s'ajouter à eux. Pourquoi? Mais si les Émidjans s'accrochent à leur moto, ce n'est pas tant parce que l'activité est paisible, loin s'en faut. Les conducteurs de mototaxi dénoncent de nombreuses tracasseries administratives et des abus en tout genre. Il y a d'énormes difficultés. Il y a d'énormes difficultés. Par exemple, la mairie, si vous achetez la moto, vous êtes obligé d'aller à la mairie pour aller vous faire recenser. Arrivé là-bas, on va vous exiger de payer le droit et taxes. Donc, par exemple, si vous achetez la moto dans le mois de juin, les 6 mois en arrière, de janvier en juin, là, vous êtes obligé de payer les 6 mois que vous avez eu à passer à la maison. Donc, dans cette condition, est-ce que vous qui êtes resté à la maison galérer pendant 6 mois, là, vous allez payer encore le temps de votre chômage là, avant de commencer par rouler? Ce qui a fait que vous allez vous retrouver en une année. Par exemple, moi, mon cas personnel, ça là, j'ai acheté la moto le 9 juin 2006. Et on m'a délivré 1 an de droit et taxes. Donc les 6 mois que j'ai épuisé à la maison, j'ai payé ça. Donc en 2012, ça c'est pour le mois l'année passée. Donc de janvier en mars, là j'étais malade. Donc je me suis reposé à la maison. Le mois de mars, je vais commencer par rouler les droits et taxes. On m'a obligé de prendre 1 année. C'est pas normal, ça c'est de l'escroquerie pure. À ce chapelet de récrimination vient s'ajouter des accusations d'arnaque, de corruption et de harcèlement policier au mépris des instructions du président de la République. Si vous quittez ici, allez à Tokpa. Nos frères Émidjans là ne peuvent pas aller prendre un client pour aller déposer à Tokpa. Le policier qui est là, il vous demande les droits et taxes. Si vous présentez les droits et taxes là, ils vont vous demander, bon, allumez vos clignotants. Ou soit, on vous dit que votre numéro n'est pas éligible. Mais c'est dans mon sac. Si vous voulez, je vais vous présenter ça. On vous dit que votre numéro n'est pas éligible. Donc moi-même, on m'a arrêté, donc j'ai fait la copie de cette chose-là. J'ai fait la copie. J'ai fait la copie et j'ai gardé ça le jour que le président va essayer de nous appeler. On va essayer de lui montrer ça. Regardez. Numéro illisible. Commissariat de Dantokpa, numéro illisible. On me demande les droits et taxes, j'ai payé, j'ai tout montré. On me dit, ah, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un règlement de la meilleure ou ça là? Je dis non, tout ce que vous voulez. Il me dit d'accord, on va se voir là-bas. Il a commencé par me délivrer un papier pour dire que mon numéro est éligible. De là, comment on ne peut pas, c'est que on dirait que notre pays, nous n'avons même pas un président qui gère ce pays. Non, disons-nous clairement la vérité. Le président les a, plusieurs fois le président l'a dit. Il a dit, ben, il ne faut pas les rançonner. Est-ce qu'il y a un commissaire là? Non. Moi j'ai demandé à le rencontrer. Demain parce que j'ai fait la photocopie. Je n'ai rien payé quand même. Je n'ai rien payé. Allez là-bas tout de suite maintenant. Vous allez voir mes frères défiler là. 3 000, 3 000, 7 000, 7 000. L'argent là, ça va où? Le président a fait une marche verte dans ce pays. Il faut que la marche verte là aille contrôler aussi dans ton coin. Malgré les difficultés sus-évoquées, il y a fort à parier que ce n'est pas demain la veille que l'activité de mototaxi va s'arrêter à Cotonou, au contraire. Avec l'arrivée des Chinois, l'importation des motos va crescendo et le coût de l'engin est de plus en plus accessible. Le plus important reste que l'activité réussit à nourrir son homme et à subvenir aux besoins des siens. À tout ceci, il faut ajouter le fait que la moto, au Bénin, comme dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, est quasiment devenue un élément identitaire. Après la diffusion de cet élément, de retour sur ce plateau pour la deuxième partie, une partie interactive avec 4 invités. D'abord, à ma droite, le professeur Yingen Moyo Théophile,
Il est architecte, urbaniste, président du Conseil de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. Bonjour, professeur. Bonjour. En face de vous, vous avez le professeur Toyem Pascal, professeur des universités, expert scientifique du Bureau Caraïbe de l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour, professeur. Bonjour. En troisième position, on a le professeur Kenye Fodop. Il est géographe, urbaniste et développementaliste, professeur émérite des universités. Bonjour, professeur. Bonjour. Et enfin, le professeur Constant Fopi, Diogap, il est agrégé des sciences économiques à l'université de Yaoundé 2. Bonjour, professeur. Bonjour. Okay. Vous avez regardé avec nous cet élément. Quelles sont vos réactions rapidement en quelques minutes? On commence par vous, professeur. Nous avons bien vu le documentaire, même s'il date un peu, parce qu'on parle du président Boni. Je pense que le problème est d'actualité dans presque toutes les villes africaines au sud du Sahara. Et je ne pense pas que ce soit une activité qui va s'arrêter de sitôt. Parce que les problèmes qui ont été à l'origine, les causes de l'expansion de cette profession sont là. Et tant qu'elles n'auront pas disparu, et je ne pense pas que ce soit le cas, dans un proche avenir, il y aura toujours des mototaxis, dont la généralisation de ce phénomène est telle qu'il faudra en tenir compte dans tout projet d'urbanisme en Afrique. Ok. Professeur Kenye, une réaction? Oui, écoutez, les images du documentaire que nous venons de voir sont révélatrices de la complexité du phénomène de la mototaxi, qui est un phénomène, on pourrait dire, made in Africa, et qui est, comme d'ailleurs le reportage, le documentaire l'a dit, d'origine béninoise, parce que le phénomène de mototaxi est né à Porto Novo, si on peut faire un peu d'histoire, et un certain Jules Aotin serait d'ailleurs à l'origine de ce phénomène, puisqu'il transportait finalement les vendeuses d'Akassa, une sorte de semoule de maïs à base de maïs, servi, accompagné finalement de la sauce, de la région vers la ville de Porto Novo. Et pendant une quinzaine d'années, ce phénomène est resté limité dans la périphérie de la ville de Porto Novo et par la suite s'est développé à toucher les villes des pays voisins comme le Togo, le Nigeria, et puis ensuite au Cameroun. Et finalement, ce reportage-là témoigne de la complexité du phénomène, puisqu'on voit bien d'un côté les transporteurs par mototaxi, les mototaxistes, les immigrants, ici ou les benskins au Cameroun, qui veulent, à travers quand même cette activité, rendre service et gagner leur pain. Il y a de l'autre côté les autorités qui veulent bien réglementer, et on a bien vu, vous voyez, ce leader, on peut l'appeler leader des mototaxis, qui vraiment est monté en épingle contre une sorte de réglementation qui veut que finalement les transporteurs par mototaxi se conforment à une réglementation, car il faut bien le dire qu'il n'y a pas de vie communautaire sans ordre, sans règles et sans discipline. Vous voyez, parce que pour ces gens-là, c'est un véritable gagne-pain. Okay. Je vais aller avec vous, le professeur Toyem. Est-ce que vous pensez également que c'est un sujet, un phénomène d'actualité? Tout à fait. Il faut signaler déjà que c'est un phénomène qui, sur le plan scientifique, souffre d'un très faible positionnement heuristique, parce que c'est un domaine justement boudé par la recherche techniciste technocratique. Je ne crois pas qu'il y ait des études disponibles sur la question aujourd'hui, de manière exhaustive, quoi. Toutefois, il faut signaler que nous sommes là dans ce que j'appelle le spectre des États mendiants. À quoi correspondent justement les démocraties paupérisantes? Parce que ce phénomène de mototaxi a un nom, ça s'appelle la précarité, qui est symptomatique, n'est-ce pas, des politiques liberticides, sociétacides et finalement juvénocides, entretenues par le système mondial de prédation. Justement, on en reparlera et on finit par vous, le professeur Constant. Le documentaire qui vient de passer nous renseigne davantage sur le phénomène de mototaxi en Afrique subsaharienne.
Il nous présente les origines, les conséquences et surtout l'opportunité de cette activité. J'aimerais ajouter que le leader, comme a dit mon compagnon tout à l'heure, n'est pas représentatif de l'activité de ces mototaxis, puisque là nous avons vu un opérateur qui avait sa propre moto. Là, ce sont des cas rares. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, beaucoup sont des locataires de des mototaxis. Ils font des locations journalières et certains, pire encore, sont des temporaires. Ils n'ont souvent que 2 heures de conduite par jour. Donc, s'ils présentaient toute cette facette de conducteur, vous allez voir, on devrait comprendre que c'est un phénomène quelque peu suicidaire et il est temps qu'on agisse. Mais justement, revenons donc aux origines. Vous l'évoquez, que ce soit Cotonou, que ce soit Douala, que ce soit Bujumbura au Burundi, au Nigeria, Abuja et Lagos, le phénomène connaît une sorte de recrudescence. D'où part même en réalité? Est-ce que ce n'est pas un problème peut-être d'urbanisme, professeur Moyo? Même si c'est un problème d'urbanisme, c'est un problème de société, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous êtes dans un système précaire, c'est-à-dire on a du mal à joindre les deux bouts, surtout la jeunesse, vous êtes obligé de vous débrouiller, comme il a été dit. Alors, à ce moment, comment il fait? Il cherche des solutions à des problèmes qui se posent. Et les problèmes qui sont posés, dans ce cas, c'est le problème de transport. Pour faire du transport, il faut des infrastructures. Particulièrement au centre, on peut dire que le problème est un peu résolu, parce qu'il y a des routes qui sont bitumées, mais lorsque vous faites quelques kilomètres dans les quartiers populaires, vous voyez bien que les taxis ne peuvent plus y aller. Et l'urbanisation est telle que on ne peut même pas tracer des routes dans ces quartiers populaires à cause de l'implantation anarchique des populations avec leurs maisons. Donc, il faut bien rentrer le soir, il faut bien rentrer après le travail. Vous prenez un taxi qui vous laisse à 2 km de chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'aller à pied. Et les jeunes ont compris que là, il y avait un filon qu'il fallait exploiter. Une moto peut quand même aller sur des pistes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le professeur dit tout à l'heure que ce sont parfois des diplômés. Donc ce sont des Camerounais, des jeunes Camerounais qui réfléchissent, qui sont à même de trouver des solutions à leurs problèmes et aux problèmes des autres. Justement. Donc, il n'est de doute pour personne qu'il y a un déficit de voies de transport, de moyens de transport dans nos villes. Et ça relève, ce sont des problèmes qui relèvent la compétence de l'État et des communes. Qu'est-ce que l'État a fait? Nous voyons dans nos villes que pratiquement les grandes routes, ce sont les pistes de l'époque coloniale qu'on a bitumées. En Afrique de l'Ouest, on voit des axes routiers qui sont bien aménagés. Et vous voyez bien que la concurrence se fait entre les taxis et les mototaxis. Mais dans certains pays, comme ici au Cameroun, vous voyez que la concurrence n'est pas à ce niveau-là. Les taxis ne vont pas, les mototaxis ne vont pas beaucoup, on leur interdit l'accès dans les centres. Et ces mototaxis ont une activité qui est complémentaire de celui des taxis, en grande partie. Vous prenez un taxi au centre-ville de Yaoundé, il arrive à l'orée d'un quartier populaire, il s'arrête et vous êtes obligé de continuer. Mais avec la recrudescence du nombre d'habitants dans nos villes, vous voyez que petit à petit, les mototaxis envahissent aussi les centres urbains et donc vont se retrouver bientôt en concurrence directe avec les taxis. Donc il y a là, pour résumer, le manque d'infrastructures, le manque de moyens de transport, et malgré l'alerte qu'on essaie de soulever depuis des années, les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de ce phénomène qui est tout de même assez dangereux, parce que vous avez vu que les mototaxis n'ont pas de casque. Et même ceux qui ont des casques, ils transportent des passagers qui n'en portent pas. Justement, vous n'allez pas vous dire... On va revenir sur cet aspect de moto et de sécurité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi voir
au phénomène des mototaxis dans les villes africaines, l'échec peut-être des politiques de développement? Oui. Je dirais qu'il y a 3 facteurs qui sont à l'origine de la jeunesse et surtout de l'expansion de ce phénomène. D'abord, à l'origine, une crise sociopolitique. Je vous ai dit qu'au Bénin, le phénomène prend naissance dans la ville de Porto Nono, dont le phénomène était circonscrit, vous voyez, dans ce qu'on peut appeler Porto Novo et sa région. Pourquoi il s'est développé finalement au Bénin? D'abord généralisé sur le territoire béninois, il y a eu d'abord l'expulsion en 1978, si vous voulez, des Béninois de Congo pour rentrer dans leur pays. Ensuite, des expulsions aussi toujours des Béninois au Gabon, à cause du soutien finalement de leur État à une tentative du coup d'État. Et puis aussi toujours une crise 77, le rapatriement des Béninois du Nigeria, parce qu'il y avait pas mal de Béninois, et on en trouve beaucoup aujourd'hui dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il revient, bon, bien sûr, il faut bien faire quelque chose, il commence à s'organiser professionnellement. Et c'est comme ça que le phénomène gagne le sud-est du Nigeria. Au Cameroun aussi, une crise, vous comprenez, 1990, parce que jusqu'à cette période-là, la mototaxi était finalement très peu développée. On peut dire qu'il y avait eu des signes précurseurs de ce phénomène à Douala. On parle d'un certain Célestin Tagou, qui était homme d'affaires, avant finalement les crises de 90, le retour du multipartisme au Cameroun. Et on sait ce qui s'est passé au Cameroun pendant les villes mortes. Et d'ailleurs, pendant les villes mortes, parce que les transporteurs par voiture-taxi avaient pris fait aux causes pour l'opposition, c'est pourtant l'État qui a encouragé finalement les mototaxis à transporter à peu près les personnes. Donc il y a d'abord la crise socio-politique ou socio-économique. Et puis, second facteur, comme on l'a dit, il y a la défaillance quand même des pouvoirs publics. Parce qu'au Cameroun, si on ne reste que dans le contexte camerounais, il y avait la Société des transports par bus, la SOTUC, créée en 1973. En 1995, la société met la clé sous le paillasson. Liquidation. Bon, bien entendu, était transporté dans les villes par, si vous voulez, la SOTUC, devait finalement se déplacer et donc les mototaxis ont saisi finalement ce créneau. Et puis, troisième facteur, le manque d'emploi. Et là, on peut incriminer la faillite de la puissance publique parce que l'offre de transport public n'est plus assurée avec la disparition finalement de la SOTUC, etc. Donc, il y a ces 3 facteurs-là qui sont à l'origine de l'expansion, du développement de la mototaxi ici et là. Et comme le collègue l'a dit, ce mototaxi est surtout dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, un mode de transport des périphéries urbaines parce que certains quartiers n'ont pas de voirie, sont inaccessibles aux véhicules, donc la mototaxi s'installe dans ce créneau. Ok. Je voudrais peut-être revenir avec vous, professeur Fopi. Est-ce que cette activité aujourd'hui est comme une sorte de réponse au problème de l'emploi? Réponse au problème de l'emploi, je dirais non. Puisque l'emploi de mototaxi n'est pas un emploi de passion. Aucun jeune ne rêve d'être un mototaximan. Quand un étudiant est à l'école, il a un projet de vie. Et dans son projet de vie, il est nullement inscrit là-bas d'être mototaximan. C'est peut-être un emploi de second best. À défaut d'avoir un emploi, on est d'abord en attente. Donc les emplois de mototaxi ne sont pas des emplois qui doivent, au départ, ne doivent pas être s'inscrire dans la durée. Quand un jeune s'engage dans un mototaxi, c'est le dépannage d'une semaine, 2 semaines, voire des mois, en attendant mieux. Mais comme la situation économique continue à se dégrader, il se retrouve en y passant plusieurs années. Mais je ne pense pas que ça serait une réponse à l'emploi. Dire que c'est une réponse à l'emploi, ça veut dire que c'est un emploi qui a été créé pour satisfaire les demandeurs d'emploi. Non, là, je ne réponds pas à la négative. Professeur Toyem, excusez-moi, je voudrais revenir sur l'aspect sociologique
peut-être du développement de l'activité des mototaxis. Est-ce que ce n'est pas par hasard aussi l'échec même de notre société? Très bonne question. Il s'agit là de ce qu'il est convenu d'appeler le lumpen emploi. C'est-à-dire en réalité une sorte de ghetto, des ghettos géopsychosociologiques qui se constituent dans nos centres urbains et même en zones suburbaines, conséquence justement de la faillite de l'État en Afrique. Nous sommes là dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le spectre des États mendiants, conséquence justement des politiques internationales de strangulation des peuples, matérialisées au niveau des États africains par les politiques d'ajustement structurel, qui ont justement déstructuré nos économies pour nous installer finalement durablement dans l'informel. On assiste pour ainsi dire à une dialectique de l'informalisation du formel, de l'emploi, et la formalisation justement de l'informel. Toute chose qui nous amène à conclure d'une faillite de la gouvernance dans les pays africains. À côté de cet aspect sociologique et peut-être économique, il se pose aussi un autre aspect, notamment sécuritaire. On l'a vu dans le reportage, plusieurs accidents vont avec des mesures aussi, je dirais même de grand banditisme. Pourquoi? Parce que à Bangui, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, on a remarqué qu'à des foyers de tension, l'une des premières mesures a été d'interdire la circulation des motos. Est-ce que les motos apportent aussi un problème sécuritaire? Professeur. Oui, sûrement. Parce que déjà, il faut dire que les mototaxis posent un problème dans la circulation urbaine. Leur comportement dans cette circulation est tout sauf régulier. Voyez, dépassement à droite, circulation sur les terre-pleins centraux, ils grillent les feux rouges, et il m'arrive de dire que lorsqu'en ville on se déplace en voiture, il vaut mieux ne pas avoir un accrochage avec un mototaxi. Vous aurez toujours tort. Et d'ailleurs, dès les minutes qui suivent l'accrochage, vous êtes envahi par une horde de mototaxis, et même la police qui intervient, quand elle est là, ne vous donnera pas raison. Donc, source d'insécurité, surtout source d'accidents. Vous comprenez, la situation est telle que, de toute façon, dans une ville comme Douala, vous savez qu'il y a un pavillon, voyez, d'urgence appelé Benskin, puisque la mototaxi prend plusieurs noms, Zemijan, Benskin au Cameroun, parce que finalement, dans cette ville, comme dans les autres villes du pays qui sont tributaires de ce mode de transport, on pourrait même d'ailleurs dire que toutes les villes, à aucune exception près, sont tributaires finalement de ce mode de transport, voyez, sont source finalement d'accidents. Et il arrive, selon les enquêtes qu'on a pu mener sur ce phénomène-là, que les mototaxistes, parce que j'ai utilisé ce terme-là, les transporteurs par mototaxi, sont des complices finalement des bandits. Et que pour opérer, faire des coups finalement dans les villes, soit les bandits font appel à ces gens-là pour opérer leurs coups, sans compter que les transporteurs par mototaxi arrivent aussi à agresser à certaines heures tardives de la nuit et même du jour, tôt le matin, ils agressent finalement leurs clients. Donc il y a un problème de sécurité. Mais il faudrait aussi dire que, parce que je parlais de la complexité du phénomène tout à l'heure, qu'il y a eu ici, et ça continue, des processus, si vous voulez, de politisation, des processus de récupération de ces phénomènes-là. Et on a même vu, de plus en plus, ces derniers temps, que les transporteurs de mototaxis sont utilisés pour mener la lutte
contre le phénomène finalement des mototaxis. Vous savez, je parle sous le contrôle de mon collègue, le professeur Toyem, qui a d'ailleurs mené une étude sur l'insécurité dans le triangle, si vous voulez, de la mort, Nord-Cameroun, Bec du Canard. Ce triangle-là, c'est des 3 frontières. On a le Tchad, le Cameroun et peut-être le Niger. Donc ça pose un problème finalement de sécurité. Et si vous interrogez d'ailleurs les populations, personnellement, ce n'est vraiment pas pour jeter l'opprobre sur cette activité et leurs auteurs qui a fini par prendre de l'importance. J'aurais du mal finalement à prendre des mototaxis. La situation est telle que finalement, même les automobilistes s'insurgent contre les comportements des mototaxis qui finalement les agressent et qui sont source finalement des accidents. On pourrait davantage cette question-là, mais je me limite à ces quelques propos. Professeur Mouyou, vous souhaitez interagir? Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un problème de civisme aussi. Il faut tenir compte. Parce que ce qu'on reproche aux mototaxis peut être reproché aussi aux taxis. Ça veut dire qu'il y a plein d'agressions dans les taxis. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons là des villes qui ne sont pas conçues pour l'activité des mototaxis. Lorsque normalement, on veut un système de transport, il faut un transport en site propre. Ce qu'on appelle un site propre, ça veut dire, par exemple, il faudrait des couloirs de bus. Il faut des couloirs pour les mototaxis. C'est le cas au Mali, je tiens à le... Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que les villes qui ont ce type de problème sont des villes qui n'ont pas conçu leur ville, qui subissent l'activité de mototaxi, mais qu'on n'a pas prévu cette activité. Je vais revenir sur quelque chose. Parce que il y a quelques années, lorsqu'on regardait, par exemple, à New Delhi, en Inde, il y a ce phénomène qui existait déjà. Le plus souvent, ce qui nous arrive, c'est ce qui existe déjà ailleurs. On a maintenant les mototaxis à 2 roues. C'est extrêmement dangereux. Mais on risque de passer dans un proche avenir aux mototaxis à 3 roues. Ce qui est moins dangereux. Ça existe déjà en Inde et en plus, c'est couvert. Donc, nous n'anticipons jamais. Et lorsque le phénomène arrive, nous en subissons les conséquences. La moto-taxi peut circuler facilement dans les petites ruelles, dans les quartiers populaires. Vous ne pouvez pas les atteindre une fois qu'ils sont dedans. Donc, lorsque les bandits, parce que tous les mototaxis ne sont pas des bandits, il y a des mototaxis qui l'utilisent pour faire des coups, comme on dit. Même à Paris, ça existe. Des bandits qui arrachent des sacs aux dames, au Trocadéro, sur les champs, et qui filent. Donc ce n'est pas un phénomène qui est propre aux pays africains. Ce qu'il faut, c'est que lorsque vous concevez des villes, il faut anticiper. Il faut prévoir. Vous voyez au Bénin, et dans certains pays où il y a des rues qui sont suffisamment larges, même après coup, on peut faire des couloirs de bus, on peut faire des couloirs, mais ici à Yaoundé, ça n'existe pas. Professeur Toyem, est-ce que ce n'est pas peut-être un problème d'anticipation au niveau supérieur, au niveau étatique, dans les États africains? Oui, avant de répondre à votre question, je vais retourner à la réflexion que vient de mener le professeur Kenye Foda, doyen des universités. Je crois qu'on peut évoquer le concept de nécropolitique ici pour illustrer ce problème sécuritaire ou plutôt insécuritaire. Parce qu'il s'agit là justement d'une horde de laissés pour compte du système mondial de prédation, qui est la traduction même d'une religion, que j'appelle ici la religion de la désespérance collective. C'est ce qui explique la violence qui règne dans nos rues. Et il faut voir le vocabulaire qui accourt dans les rues de la part de ces acteurs sont violents, sont agressifs. Donc c'est symptomatique d'une société en déliquescence et qui malheureusement est la nôtre. Il faut signaler que c'est en fait des véritables mouroirs publics. Pourquoi? Parce qu'il y a là dans ce métier une qui se déploie de manière raffinée.
car des morts se comptent imperceptiblement par dizaines chaque jour. Il y a là un réel problème, c'est une menace à la sécurité publique, ce phénomène. Et parce que nous sommes là justement au cœur même du système D, la débrouillardise. Et vous savez, sont flanqués de diplômes universitaires et non pas d'issue, et c'est donc en désespoir de cause qu'ils embrassent cette profession. Professeur? Ok, merci. J'aimerais revenir sur l'argumentaire développé tout à l'heure par le professeur Fondo. C'est vrai qu'on reproche aux mototaximans un certain nombre de choses, des questions sécuritaires, l'incivisme, et les accidents de circulation sont légion. Là, il n'est plus question de démontrer ici que les conséquences sont nombreuses. C'est en deux les familles. Et ça a aussi un impact sur la productivité même de l'économie. Et ces questions sont beaucoup liées à leur situation. Puisque nous l'avons dit en l'entame de cette émission, les gens qui conduisent les motos-taxis sont des gens rationnés du marché du travail. C'est des mécontents. Personne n'est content de monter sur un moto. Donc, ce qui fait quand vous voyez en face, peut-être que votre situation semble meilleure que la sienne, il vous trouve, de fait, il vous trouve comme un problème à sa situation. Et de ce fait, ça justifie les propos qui tiennent souvent dans les rues. Il y a aussi une question de formation. Vous voyez, ils roulent partout, sur le terre plein, débordement à gauche, l'essence, ils vont dans tous les sens. Donc il y a un problème de formation qu'il faut à la base. Et le gouvernement, comme a dit mon voisin de droite, sont des prédateurs. Dans le reportage tout à l'heure, nous avons constaté que ce qui intéressait la mairie, ce n'était que ses impôts. Même la réglementation dans certains pays demande les casques. Personne, même les contrôles policiers, personne ne demande la casque, mais chacun veut qu'on les donne, laisse quelques centimes de CFA pour passer. Et même le gouvernement, qui dit souvent, qui font souvent la récupération politique. Vous l'avez dit sans toutefois développer, puisque aujourd'hui, si vous n'êtes pas avec les motos-taximans, vous ne pouvez pas gagner une élection dans une inscription électorale. Là, il faut l'avouer. Tout à fait. Car ils sont contre vous, vous ne pouvez rien. Donc, ce qui fait que le gouvernement font souvent de temps en temps la démagogie en disant que promettant les soutenir, la réglementation, on hésite. Même quand on fait la réglementation, on n'est pas sérieux. Justement, vous abordez le deuxième aspect de ce plateau, la réglementation, justement. Et avant d'y revenir, je vous propose de prendre une toute petite pause. Au manque de formation. Mais l'État, j'ai toujours interpellé l'État, puisque nous avons tous convenu sur cette table que l'impact moto-taxi est très important, non seulement pour eux-mêmes qui nourrissent leur famille, mais permet de satisfaire le transport urbain. Et dans une économie moderne, dans une économie où les pouvoirs publics se sentent concernés par le bien-être des citoyens, le travail des moto-taxis génère des effets externes. Il y a des externalités dans toute l'économie. Donc on pouvait les subventionner. Et cette subvention pouvait entrer peut-être dans le cadre de leur formation, faire des centres de formation, leur donner le permis. Et donc je pense que là, on pouvait... Justement, je vais vous relancer tout à l'heure sur l'aspect justement économique de l'activité. Mais avant, je souhaiterais passer la parole au professeur Toyen. Si les États faillissent, si les policiers qui sont censés réguler et faire appliquer la loi n'assument pas, est-ce que c'est un cas désespéré? Très bien, il faut déjà signaler que le moto-taximène représente le spécimen de ce que j'appelle ici l'état bordel. Le spécimen de l'état bordel. Parce que justement, quand l'État entre en brousse, pour reprendre une expression chère à Jean-Marc Ella, eh bien, la réglementation, elle aussi, entre en brousse. Donc nous sommes là dans une sorte d'anomie au plan social. Et là, il faut une prise en charge critique de l'initiative historique, justement par cette frange de la société qui est abandonnée, n'est-ce pas, aux marges, sur les marges de la société. Donc ici, il faut durablement
initier des politiques qui libèrent la créativité des jeunes. Parce qu'ils sont là, justement, faute de mieux, il faut dégager des utopies positives, critiques des utopies de jeunesse, afin qu'elles s'assument par elles-mêmes. D'où mon plaidoyer pour une gouvernance par le bas, c'est-à-dire une gouvernance, c'est ce que j'ai appelé dans l'une de mes monographies les plus inédites, la gouvernance sous l'arbre. La gouvernance sous l'arbre, c'est celle-là qui est initiée par le bas et pour le bas, et non les politiques de strangulation qui leur sont imposées par le haut. Voilà l'une des clés, à mon sens. Justement, il y a aussi un autre aspect, on l'a vu dans le reportage, l'État béninois souhaitait orienter les professionnels de la moto-taxi, comme on le dit, vers d'autres secteurs d'activité. Malheureusement, ça ne semblait pas tenir. Et c'était le cas au Bénin, c'est le cas au Nigeria, c'est le cas au Cameroun, c'est le cas au Burundi. C'est quoi le problème? Oui, il m'est arrivé dans une étude, bon, bien sûr, qu'on a publiée, de dire qu'il faut, peut-être, on peut trouver que cela n'est pas réaliste, avoir le courage politique d'interdire cette activité. Parce qu'il y a cet adage qui dit qui aime bien, châtie bien. Quand on voit les inconvénients, on n'a peut-être pas encore fait des calculs économiques pour voir les pertes. Vous voyez, économiques, on évoquera finalement les aspects économiques. Bien entendu, ça constitue un métier entre guillemets, si on peut parler de métier. Ça permet de déplacer finalement les gens. Mais les embouteillages, par exemple, causés par les mototaxis, c'est hors de là qui envahissent les rues et qui peuvent faire même en sorte que des gens, non seulement ils provoquent des accidents en direct, mais des gens peut-être qu'on devrait transporter dans les ambulances et qu'on pourrait finalement sauver si on les amène. Tous ces gens-là, on ne fait pas de calcul. Tous les opérateurs économiques qui n'arrivent pas à destination, qui ne peuvent pas. Je vais vous raconter une histoire. Il y a des gens qui ont raté finalement leur avion avant qu'on n'arrange, encore qu'on n'a pas arrangé entièrement la pénétrante de la Nationale 3, voyez, en direction de Yaoundé. Des gens qui devaient partir de Yaoundé et qui partaient de Yaoundé pour prendre leur avion ont perdu finalement, ont raté leur avion parce qu'ils étaient bloqués au niveau de Dokoti. Donc il faut avoir, à mon avis, même si on peut estimer que c'est irréaliste, le courage politique de supprimer. Quand on voit les inconvénients, nous l'avons dit, les accidents, des morts qui se comptent tous les jours, parce qu'il n'y a pas de vie sociale sans règles. Encore que je rappelle, peut-être que les gens sont encore trop jeunes pour ignorer qu'avant le développement quand même de la mototaxi, au moins dans la partie sud du Cameroun, début des années 90, l'organisation socio-économique du pays était telle que les autres modes de transport parvenaient tant bien que mal à finalement satisfaire la demande de transport. Et je peux d'ailleurs comprendre que les Camerounais sont un peuple compréhensif. Personne n'aurait imaginé, et moi-même j'étais peut-être le premier à douter, qu'on pourrait fermer par exemple des marchés à Yaoundé. Vous savez que le mercredi, le marché Mekolo est fermé pour cause finalement de cette métier. Donc finalement, si on ne peut pas avoir ce courage politique finalement de le supprimer, on pourrait trouver à ce moment-là un système qui permet, puisqu'il s'agit d'intégrer ce mode de transport dans le système de mobilité urbaine, qui est un système multimodal. Je parle sous le contrôle de mon collègue de gauche, parce qu'il y a plusieurs modes de transport, donc il s'agit de trouver un moyen pour intégrer ça dans le système en créant des couloirs spécifiques. Ça va être difficile parce qu'il s'agit de surimposer dans un espace urbain qui a été déjà construit et occupé, finalement, un mode de transport pour lequel on n'avait rien prévu. Donc, pour pouvoir arriver à ça, il y aurait plus à détruire, finalement, qu'à construire, parce que pour créer des voies, voyez, cyclables pour mototaxi, ça veut dire qu'il faut élargir les rues, donc, voyez, détruire. Est-ce qu'on a finalement les moyens? Le professeur Fodop propose une solution assez forte. Est-ce que la solution serait donc la suppression pure et simple de l'activité de mototaxi en Afrique subsaharienne?
Avec, c'est un peu... c'est être un peu... C'est à qui? C'est à moi? Allez-y, oui, c'est quelqu'un un peu... C'est un modèle beaucoup plus théorique, puisque nous avons expliqué les causes de l'émergence de cette activité. Nous avons d'abord une voirie urbaine dégradée, avec une construction sélective, qui fait à ce que les taxis n'arrivent pas dans tous les coins, même de la ville. Aussi, la ville, autant que la ville soit aussi... même si la ville est de petite taille, les taxis n'arrivent pas dans tous les coins de l'agglomération. Donc, supprimer, il va falloir alors construire d'abord les routes et aussi redynamiser le transport urbain, puisqu'il y a eu vous-même vous avez dit qu'à l'époque, il y avait une société de transport urbain qui était tombée en faillite. Il faut faire tout cela et surtout redonner l'emploi à aux nouveaux candidats, aux potentiels candidats à cette activité de moto-taxi. Je pense plutôt qu'il faut chercher de voir dans quelle mesure concilier cette activité de moto-taxi avec les transports conventionnels, avec les modes de transport conventionnels. Je suis un peu, pas un peu seulement, je suis du même avis que lui. Parce que lorsque vous avez envie de trouver une solution à un problème, il faut en rechercher les causes. J'ai eu la chance peut-être de connaître au moins 3 délégués du gouvernement et d'avoir été en contact avec eux. Lorsqu'à un moment donné, on voulait chasser les sauveteurs, comme ça qu'on a, c'est-à-dire les damnés de notre société. Les sauveteurs, ce sont des petits commerçants qui vendent... Oui, les Bam Salam, les sauveteurs, ce qu'il appellerait facilement, les laissés pour compte, les damnés de notre système. Je leur ai dit, vous n'arriverez pas à les chasser. Ils vont revenir. Ils ont dit, nous on a la gendarmerie, nous on a l'armée. On va leur dire de ne plus aller dans les rues. Ils ont amené l'armée, la gendarmerie. On a chassé les sauveteurs des grands boulevards, Douala, Yaoundé. Et ça se fait ailleurs aussi, où on a chassé. Mais quelques mois après, ils étaient là. L'activité de moto-taxi réagit de la même façon. Si vous voulez éliminer les moto-taxis, il faut résoudre le problème qui était posé et qu'ils sont là où ils sont la solution. Ça veut dire construire, comme il a dit, les routes. Ça veut dire concevoir des villes qui puissent, où on peut circuler normalement. Depuis des années, une étude sur le transport par rail dans la ville de Yaoundé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à Yaoundé, du nord au sud, il y a un chemin de fer qui passe et toute la journée, il n'y a rien qui se passe sur ce chemin de fer. C'est-à-dire que personne ne l'utilise. Alors j'ai posé plusieurs fois la question, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas pour le transport urbain? Il faut une quinzaine de gares, même pas de gares, quinzaine de stations. Les trains qui partent d'Obala, vers le Télé, le chemin de fer, il est là, il fonctionne. Vous payez 100 francs tout le long du parcours, du nord au sud et du sud au nord, il y a croisement au niveau de la gare centrale. Parce qu'on ne peut pas se payer aujourd'hui le luxe de faire 2 voies dans la ville de Yaoundé. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on puisse utiliser ce transport-là? La réduction des personnes transportées serait de 40%. Vous comprenez? Ça, donc il y a des solutions. La solution de créer des voies pour, c'est-à-dire de casser, ça pose pas de problème majeur. J'ai essayé de voir dans les statistiques, est-ce que vous savez que dans tous les lots occupés dans la ville de Yaoundé, il n'y a que 13%
qui ont le titre foncier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça dit 13%, 13 et 15% ont le titre foncier dans la ville de Yaoundé. Donc pratiquement tous les terrains là sont occupés illégalement. Le professeur souhaite réagir. Oui. Donc, oui, je crois que sans vouloir engager la polémique, et tout en reconnaissant qu'on ne peut pas évacuer un problème comme celui-là, complexe, dans le cadre d'une émission de 90 minutes, vous voyez, loin de moi l'idée de penser que finalement il faille tout simplement préconiser l'interdiction sans penser à ce qu'il faut faire. Hein? Nous, on a appris depuis l'école primaire que quand il y a une hémorragie, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait un garrot. Et puis après, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Et puis les solutions alternatives, il y est. Oui. Je prends un exemple, on n'a pas besoin de s'étendre longuement. Quand je dis, avant le développement, avant l'expansion de la mototaxi 90, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, je n'ai pas dit pourquoi est-ce qu'on a liquidé la SOTU. C'est peut-être à cause d'une mauvaise gestion. Je suis arrivé jusqu'à dire qu'on peut privatiser. Oui. Une ville comme par exemple Casablanca au Maroc n'a pas une seule compagnie de bus. Il y a des compagnies de bus par arrondissement qui se différencient les unes des autres par les couleurs de leurs bus. Comme même d'ailleurs en Europe, parce qu'on cite des cas de Bordeaux. La communauté urbaine de Bordeaux a des bus de telle couleur, la ville de Paris des bus de telle ou telle autre couleur. Avant, il y avait des Camerounais. Avant 90, moi j'ai été étudiant, j'ai commencé mes études ici, il y avait un car de transport des étudiants. Donc les gens pensent que quand on dit il faut l'interdire, et puis quand on dit je tiens à préciser ça que donne le même système de l'emploi, il y a une contradiction. Nous reconnaissons tout à l'heure que la mototaxi n'est pas un emploi, et c'est quand même curieux de voir que ceux qui réfléchissent pour l'avenir du pays disent si finalement on supprime ça, ça veut dire qu'on prive les gens de leur emploi. Il faut que nous soyons sérieux. Je dis bien, si on propose des solutions, je ne veux pas tout simplement imposer mon point de vue. Ça, je ne suis même pas sûr que ceux qui font le culte de ça utilisent ce mode. Arrêtons finalement d'être un peu démagogiques. Vous comprenez? Je dis bien avant. Et puis, dans même le contexte de l'Afrique au sud du Sahara. Au Gabon, vous avez les mototaxis. À Nairobi, vous avez des mototaxis. Il faut quand même qu'on arrête. Vous comprenez? D'ailleurs, on a bien dit, les études qu'on a faites, nous avons reconnu tous autour de la table que les gens sont mototaxistes malgré eux, par défaut. Et puis on nous dit, on ne peut pas. Je dis, j'ai bien pensé que peut-être je serais minoritaire, mais il faut que, parce que je dis en l'état actuel, parce que quand on dit qu'il faut casser, donc on peut quand même ouvrir pour finalement développer les transports en commun. Vous souhaitez réagir? Oui, bien sûr, puisque j'étais en train de parler. Le transport par bus, etc. Oui. Je vais rapidement, oui, bon. En 30 secondes, s'il vous plaît. On peut décider, par arrêté présidentiel, de supprimer à partir de la semaine prochaine les mototaxis. On verra bien ce que ça donnera. Mais le problème, c'est que vous vous adressez là. J'ai été vraiment ému quand il parlait. Vous parlez à une catégorie de population qui survit, qui ne vivait pas. Vous avez suivi dans le reportage. Ça fait 5 000 francs de 6 heures du matin jusqu'à 21 heures pour pouvoir donner à manger à sa famille. Une fois qu'on a supprimé, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui n'ont rien? Alors, si vous me dites, par exemple, qu'on va revenir à la solution d'arbre à palabre, alors que dans les communautés, dans tous les villages, qu'on dise, réfléchissons pour voir quelle est la meilleure solution pour qu'il n'y ait plus tant d'accidents, pour que les gens ne meurent pas et surtout pour que les gens puissent avoir du travail lorsqu'ils veulent travailler. C'est ça le fond du problème. Donc, c'est le système économique dans lequel nous sommes. C'est le modèle de société dans lequel nous sommes qui est en jeu, qu'il faut remettre en cause. Professeur Toyem, je voudrais revenir vers vous. Est-ce que vous pensez que ce serait une solution viable peut-être de tout casser pour remettre à zéro? Oui, je partage l'avis du professeur Kenny Fodop parce que nous sommes là dans
le domaine de l'informalisation de l'économie. Mais avant que d'y arriver, il faut déjà faire une psychopathologie, c'est-à-dire établir un diagnostic clinique même de ce moto-taximène. Les agissements de cette catégorie sociale font penser justement à ceux d'une humanité victime d'une carence affective et en quête d'un modèle identificatoire. Et le modèle identificatoire ici pour eux, c'est qui? C'est le Feynman qui a réussi. Donc il faut, comme préalable, repenser une nouvelle anthropologie politique qui place l'homme au centre. Il faut restaurer la dignité anthropologique de ces gens. Et pour restaurer cette dignité anthropologique, il faut, à la limite, supprimer ce genre de métier. Il faut faire table rase. Il faut, puisque là, c'est la précarité qui traduit, c'est les nouveaux métiers issus du système mondial de prédation. Voilà le problème. Il faut les supprimer et les installer durablement dans les métiers qui puissent restaurer un tant soit peu leur dignité anthropologique. Professeur Fopi, quel serait, comme ça, l'impact économique d'une telle suppression? Donc, supprimer une telle activité par un décret ou un arrêté, je ne pense pas que ce soit possible. Puisque si vous regardez de très bien ce secteur, c'est un secteur mouvant. Et les gens entrent, les gens qui sortent. Donc, les gens qui trouvent un ailleurs mieux partent. Donc, des bonnes réformes économiques vont faire à ce que ce secteur disparaisse de lui-même. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un n'a aucune passion d'être mototaximan. S'il trouve un ailleurs mieux, s'il y a des bonnes réformes économiques, ils vont quitter d'eux-mêmes. Les gens qui s'engagent là-dedans et 2 mois plus tard, ils trouvent un ailleurs mieux, ils ne sont plus mototaximans. Hein. Donc il faut une transformation de l'économie qui fera ce que les gens abandonnent d'eux-mêmes. Oui, c'est tout. Le secteur de mototaxi. Vous avez parlé de... Vous avez pris un cas du Gabon. C'est vrai que nous sommes en Afrique centrale. Nous sommes en Afrique subsaharienne, les pays sont un peu hétérogènes. Au Gabon, le secteur informel, ce n'est pas détenu par les Gabonais. Et donc, les gens qui font le secteur informel, ce ne sont pas les laissés pour compte Gabonais, mais les gens qui viennent d'ailleurs. Et cette interdiction passe normalement, puisqu'ils ne sont pas dans leur pays. Mais si c'est un Gabonais qui prenait la moto parce qu'il est exclu du système, vous le renvoyez, demain il va revenir. Et prenons le cas du Cameroun où on demande aux gens de travailler plutôt dans les zones, dans la périphérie. Vous voyez, 17 h, quand ils savent que les contrôles ont baissé, autour de 19 h, vous voyez comment il faut fuir dans la ville. Je crois que sur ce point, au moins, nous sommes tous d'accord. Oui. Et c'est là, malheureusement, le temps qui nous était imparti est arrivé à terme, que nous allons prendre congé de vous. Ouais. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis et de nous avoir prêté vos 2 oreilles. Je vous demande de rester sur Vox Africa et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre édition de Le Plus du MAG. Le taxi s'installe dans ce créneau. Ok. Je voudrais peut-être revenir avec vous, professeur Fopi. Est-ce que cette activité aujourd'hui est comme une sorte de réponse au problème de l'emploi? Réponse au problème de l'emploi, je dirais non. Puisque l'emploi de mototaxi n'est pas un emploi de passion. Aucun jeune ne rêve d'être un mototaximan. Quand un étudiant est à l'école, il a un projet de vie. Et dans son projet de vie, il est nullement inscrit là-bas d'être mototaximan. C'est peut-être un emploi de second best. À défaut d'avoir un emploi, on est d'abord en attente. Donc les emplois de mototaxi ne sont pas des emplois qui doivent, au départ, ne doivent pas être s'inscrire dans la durée. Quand un jeune s'engage dans un mototaxi, c'est le dépannage d'1 semaine, 2 semaines, voire des mois, en attendant mieux. Mais comme la situation économique continue à se dégrader, il se retrouve en y passant plusieurs années. Mais je ne pense pas que ça serait une réponse à l'emploi. Dire que c'est une réponse à l'emploi, ça veut dire que c'est un emploi qui a été créé pour satisfaire les demandeurs d'emploi. Non, là, je ne réponds pas à la négative. Professeur Toyem, excusez-moi, je voudrais revenir sur l'aspect sociologique, peut-être du développement de l'activité des mototaxis. Est-ce que ce n'est pas par hasard aussi l'échec même de notre société? Très bonne question. Il s'agit là de ce qu'il est convenu d'appeler le lumpen emploi.
c'est-à-dire en réalité une sorte de ghetto, des ghettos géopsychosociologiques qui se constituent dans nos centres urbains et même en zones suburbaines, conséquence justement de la faillite de l'État en Afrique. Nous sommes là dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le spectre des États mendiants, conséquence justement des politiques internationales de strangulation des peuples, matérialisées au niveau des États africains par les politiques d'ajustement structurel, qui ont justement déstructuré nos économies pour nous installer finalement durablement dans l'informel. On assiste pour ainsi dire à une dialectique de l'informalisation du formel, de l'emploi, et la formalisation justement de l'informel. Toute chose qui nous amène à conclure d'une faillite de la gouvernance dans les pays africains. À côté de cet aspect sociologique et peut-être économique, il se pose aussi un autre aspect, notamment sécuritaire. On l'a vu dans le reportage, plusieurs accidents vont avec des mesures aussi, je dirais même de grand banditisme. Pourquoi? Parce que à Bangui, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, on a remarqué qu'à des foyers de tension, l'une des premières mesures a été d'interdire la circulation des motos. Est-ce que les motos apportent aussi un problème sécuritaire? Professeur. Oui, sûrement. Parce que déjà, il faut dire que les mototaxis posent un problème dans la circulation urbaine. Leur comportement dans cette circulation est tout sauf régulier. Vous voyez, dépassement à droite, circulation sur les terre-pleins centraux, ils grillent les feux rouges, et il m'arrive de dire que lorsqu'en ville, on se déplace en voiture, il vaut mieux ne pas avoir un accrochage avec un mototaxi. Vous aurez toujours tort. Et d'ailleurs, dès les minutes qui suivent l'accrochage, vous êtes envahi par une horde de mototaxis, et même la police qui intervient, quand elle est là, ne vous donnera pas raison. Donc, source d'insécurité, surtout source d'accidents. Vous comprenez, la situation est telle que, de toute façon, dans une ville comme Douala, vous savez qu'il y a un pavillon, voyez, d'urgence appelé Benskin, puisque la mototaxi prend plusieurs noms, Zemijan, Benskin au Cameroun, parce que finalement, dans cette ville, comme dans les autres villes du pays qui sont tributaires de ce mode de transport, on pourrait même d'ailleurs dire que toutes les villes, à aucune exception près, sont tributaires finalement de ce mode de transport, voyez, sont source finalement d'accidents. Et il arrive, selon les enquêtes qu'on a pu mener sur ce phénomène-là, que les mototaxistes, parce que j'ai utilisé ce terme-là, les transporteurs par mototaxi, sont des complices finalement des bandits. Et que pour opérer, faire des coups finalement dans les villes, soit les bandits font appel à ces gens-là pour opérer leurs coups, sans compter que les transporteurs par mototaxi arrivent aussi à agresser à certaines heures tardives de la nuit et même du jour, tôt le matin, ils agressent finalement leurs clients. Donc, il y a un problème de sécurité. Mais il faudrait aussi dire que, parce que je parlais de la complexité du phénomène tout à l'heure, qu'il y a eu ici, et ça continue, des processus, si vous voulez, de politisation, des processus de récupération de ces phénomènes-là. Et on a même vu, de plus en plus, ces derniers temps, que les transporteurs de mototaxis sont utilisés pour mener la lutte contre le phénomène, finalement, des mototaxis. Vous savez, je parle sous le contrôle de mon collègue, le professeur Toyem, qui a d'ailleurs mené une étude sur l'insécurité
dans le triangle, si vous voulez, de la mort, Nord-Cameroun, bec du canard. Ce triangle-là, c'est des 3 frontières. On a le Tchad, le Cameroun et peut-être le Niger. Donc ça pose un problème finalement de sécurité. Et si vous interrogez d'ailleurs les populations, personnellement, ce n'est vraiment pas pour jeter l'opprobre sur cette activité et leurs auteurs qui a fini par prendre de l'importance. J'aurais du mal finalement à prendre des mototaxis. La situation est telle que finalement, même les automobilistes s'insurgent contre les comportements des mototaxis qui finalement les agressent et qui sont source finalement des accidents. On pourrait davantage cette question-là, mais je me limite à ces quelques propos. Professeur Mouyou, vous souhaitez interagir? Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un problème de civisme aussi. Il faut tenir compte. Parce que ce qu'on reproche aux mototaxis peut être reproché aussi aux taxis. Vous savez qu'il y a plein d'agressions dans les taxis. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons là des villes qui ne sont pas conçues pour l'activité des mototaxis. Lorsque normalement, on veut un système de transport, il faut un transport en site propre. Ce qu'on appelle un site propre, ça veut dire, par exemple, il faudrait des couloirs de bus. Il faut des couloirs pour les mototaxis. C'est le cas au Mali, je tiens le... Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que les villes qui ont ce type de problème sont des villes qui n'ont pas conçu leur ville, qui subissent l'activité de mototaxi, mais qu'on n'a pas prévu cette activité. Je vais revenir sur quelque chose. Parce qu'il y a quelques années, lorsqu'on regardait, par exemple, à New Delhi, en Inde, il y a ce phénomène qui existait déjà. Le plus souvent, ce qui nous arrive, c'est ce qui existe. Au Bénin, on les appelle les émidjans. Au Cameroun, les benskinners. Des sobriquets qui illustrent moins une réalité, le phénomène des mototaxis connaît une recrudescence sur le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne. Bangui, Douala, Bujumbura ou encore Cotonou, des capitales africaines qui sont aujourd'hui carrément inondées par des mototaxis qui font la part belle aux taxis conventionnels. Alors des interrogations naissent. Doit-on s'en méfier? Pourquoi une telle prolifération? Attractivité économique ou simplement l'expression du bleu? C'est le sujet de cette édition de Le Plus du MAG. On m'appelle Arossi Bruno. Je suis conducteur de taxi moto. Ça fait pratiquement une dizaine d'années. Je suis peintre de carrière, mais les conditions font que tu vas travailler une semaine, tu es obligé de rester au moins 2 mois à la maison avant d'aller encore sur notre chantier. Donc à défaut de ça, je me suis jeté. Comme j'ai ma moto, j'ai commencé par conduire un peu. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé totalement dedans. Le jour se lève à peine sur le Bénin que Bruno enfourche sa moto pour aller à la conquête des rues de Cotonou. Tout au long de la journée, le challenge pour lui va consister à trouver la pitance pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai au moins une femme et 4 enfants. Et j'ai ma fille aînée fait déjà la 4e année. Elle est à Timo et l'école privée de Lobosupa, Tino. C'est une école privée. D'un client à un autre et d'une destination à une autre, Bruno va sillonner la ville qu'il maîtrise déjà par cœur pour une recette journalière qui permet tout au plus la subsistance. Bon, si c'est plus, vous êtes à 4 000, 5 000. Si c'est trop, là, vous êtes vraiment, vous allez mouiller vraiment le maillot, quoi. C'est-à-dire, depuis le matin, quand vous démarrez,
c'est à 21 h que vous avez terminé. Là, vous allez vous retrouver autour de 4 à 5 000. Si c'est trop. 5 000 francs CFA, soit environ 10 euros, ce à quoi il faut ajouter les dépenses liées aux pannes de la moto. Comme ici ce matin, Bruno va débourser la rondelette somme de 500 francs CFA, environ 1 euro, pour réparer une crevaison. La moto, il faut bien en prendre soin, car c'est le gagne-pain et une fois la panne réparée, Bruno se fond à nouveau dans le tumulte de la circulation, avec en tête un seul objectif, rattraper le temps perdu, car pour lui, le temps, c'est de l'argent. Cotonou est la capitale économique et la plus grande ville du Bénin. La ville est surtout connue pour son marché international de 20 hectares d'Antokpa, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, et sa pollution due à l'utilisation d'essence fréglatée, le paillot, importé frauduleusement du Nigeria. Sa population est officiellement estimée à plus de 800 000 habitants en 2012. Cependant, son agglomération avec la commune d'Abomey-Calavi dépassait déjà le million au recensement de 2002 et devrait avoisiner 1 200 000 habitants de nos jours. À Cotonou, la circulation est bien dense. Il y a presque autant de voitures que de motos et c'est en grande partie ces dernières qui assurent le transport urbain. Ici, on les appelle les émigrants. Ces émigrants aidaient beaucoup la ville de Cotonou. Parce que pour partir d'un point à l'autre, c'est pas facile d'attendre un taxi qui vient vous chercher. Parce que pour que le taxi vous prenne tout de suite, lui, où vous avez les moyens remplis de monde, c'est-à-dire si le taxi compte c'est un taxi de 4 places, ou 6 places ou 8 places, ou vous êtes d'accord pour payer les 8 places, il vous déplace tout de suite, ou alors vous êtes obligé d'attendre qu'il remplisse son taxi du nombre de personnes qu'il faut avant de partir. Alors qu'avec le Zémilian, tout de suite, vous arrivez, vous le trouvez, vous voulez aller d'un point à l'autre, bon, vous payez le montant, il vous prend et s'en va. Donc le Zémilian aide beaucoup la ville quand même dans des problèmes de ralliement d'un point à l'autre. Quand bien même il y a des problèmes qui sont là qu'on reconnaît. Il faut aussi reconnaître qu'ils nous aident beaucoup. Zémidjan signifie littéralement emmène-moi vite ou encore prends-moi brusquement en faune, langue du sud du Bénin. Ils sont très appréciés par les populations car ils comblent les lacunes des transports publics. Pour quelques centaines de francs CFA, environ des dizaines de centimes d'euros, ils amènent leurs clients indépendamment de l'état des routes et de l'heure du jour ou de la nuit dans n'importe quel coin de la ville où les taxis traditionnels ne peuvent pas toujours se rendre. Je préfère les ZIM parce que pourquoi? Les bus maintenant, eux, à la manière, dès que tu as pris une ZIM, ils peuvent t'amener dans le vent, dans quelques endroits, en chaud là, en coin, ils peuvent t'amener. Mais les bus maintenant, ils vont te faire déposer sur la voie et tu vas rentrer pour faire encore le pas dans le vent. Bon, je préfère de prendre le ZIM pour faire chaud là, ça serait un peu vite avec moi. Yeah, I take motorbike sometimes. Yeah, because they are faster. Bon, j'aime prendre le ZIM parce que au Bénin ici nous sommes dans un pays pauvre, donc c'est une obligation pour nous de prendre ZIM pour aller là où on peut aller. Parce qu'il n'y a pas de vols pour aller, donc c'est des ZIM qui sont capables à aller vers où nous voulons. Il y a là où, bon, donc si au-delà, on ne peut plus aller, parce que vous voyez, donc c'est avec les ZIM qu'on peut y aller là où on veut. Cependant, il est difficile de dire si conducteur de moto-taxi est un véritable métier. Même s'il permet aux uns et aux autres de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille, on ne peut pas dire que c'est un métier de passion. Dans la grande majorité des cas, les conducteurs de moto-taxi ont été contraints face aux vicissitudes de la vie d'enfourcher la moto, poussés là par des fortunes diverses. Puis la plupart du temps, qu'est-ce qu'on constate? Les émigrants qui sont à Cotonou, c'est essentiellement de nos frères qui, après les études, n'ont pas pu trouver quelque chose à faire
Il y en a qui, bon, parce que pensant qu'à la ville c'est plus rose, laisse le village et puis vient à la quête du travail. Avec le désenchantement, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller, ça donne au taxi moto. Et puis il y a que aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître, le manque d'activité pour occuper, et vraiment les jeunes également poussent beaucoup à aller. Sinon il n'y a pas de conditions particulières. C'est des situations de vie courante qui amènent souvent les gens à s'adonner à cette activité qui, bon, disons-le, est devenue aujourd'hui vraiment très florissante. Tout le monde veut faire Zémidjan, je pense que c'est ça qu'il faut faire. L'activité, quant à elle, est relativement réglementée par la mairie. Pour devenir Zémidjan, il ne suffit pas de s'acheter une moto, il faut aussi se mettre en règle vis-à-vis de la municipalité. Et là, lorsque tu as ta moto, j'ai ma moto que j'ai achetée, je me rends au niveau de la mairie de Cotonou. Il y a une session qui est réservée pour enregistrer les Zémidjans. Je paye une somme d'argent et puis on me prend, demande les pièces de mon véhicule, de ma moto, excusez-moi, mon lieu de résidence, bref, un certain nombre d'informations relatives à la personne elle-même d'abord, et aussi à la moto qu'elle détient, et puis après on vous attribue un numéro, et bien voilà, l'activité commence, vous êtes Zémidjan à Cotonou. À Cotonou, les Zémidjans se distinguent des motos des particuliers en arborant une chemisette jaune qu'ils doivent impérativement se procurer après leur enregistrement à la mairie. Ils doivent ensuite y faire floquer leur numéro d'immatriculation pour un coût total de 2000 francs CFA, soit environ 3 €. L'activité, qui a démarré lentement, a aujourd'hui pris de l'ampleur au point de devenir le principal moyen de transport dans la ville de Cotonou et dans chaque ville, tant soit peu importante du Bénin. Normal, quand on sait que pour devenir Zémidjan, pas besoin de diplôme, ni même de permis de conduire. Et au niveau de la ville, évidemment, nous avons un registre d'enregistrement des Zémidjans. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que à peut-être 1 ou 2 Zémidjans près, nous avons 79 983 Zémidjans actuellement en circulation. Normalement, avant de se mettre à conduire une moto, exactement comme ça se passe pour les véhicules, il faut d'abord avoir un permis de conduire. Mais pour ce qui est de l'activité Zémidjan aujourd'hui à Cotonou, je ne peux vous dire qu'il y a forcément ça comme une condition préalable pour l'activité. Il suffit de savoir manipuler soi-même la moto, bien, sans permis de conduire. Et de toutes les manières, ce n'est pas une exigence au niveau de l'administration locale aujourd'hui pour que je puisse vous dire qu'il faut forcément avoir un diplôme de permis de conduire, un permis de conduire avant de faire l'activité. Les 80 000 Zémidjans de Cotonou se voient régulièrement accusés d'être à l'origine de la pollution de la ville. Selon le ministère de l'Environnement, il est émis chaque jour au Bénin 83 tonnes de monoxyde de carbone, dont 49 tonnes émises par les deux de contrebande. Le paillot y est pour quelque chose, de 15% à 30% moins cher que le carburant à la pompe. Il est aussi beaucoup plus polluant. Les risques que les taxis-motos courent et font courir à la population sont souvent plus directs. Ils sont aussi la cause de nombreux accidents de la route, 40 à 50 par jour en 2012 dans la seule ville de Cotonou. Le Zémidjan aide, mais il faut également mettre sur la table le côté de la sécurité routière. Ils sont là, ils aident beaucoup les gens, mais aussi ils sont également vecteurs de beaucoup d'accidents, la cause de beaucoup d'accidents. Et la plupart du temps, c'est des accidents mortels. Donc forcément, on doit pouvoir penser à cette activité-là, pouvoir penser à cette activité, tout fait pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle dure dans le temps. Et que, bon, comme dans les autres villes qui se respectent, on puisse réellement voir les bus circuler dans un système de transport urbain et les Zémidjans peut-être pour les petites courses au village ou ailleurs, pour les courses personnelles. Et la solution, la ville de Cotonou semble l'avoir trouvée. Les bus de la société Ben-Afrique sont bien là et sillonnent majestueusement les artères de la capitale économique béninoise. L'idée, qui remonte à la présidence de Mathieu Kérékou, vise à réduire le nombre de Zémidjans dans la ville et à réorienter les conducteurs de mototaxis vers d'autres activités, à l'instar de l'agriculture. Aujourd'hui, vous pouvez constater déjà au niveau de la ville de Cotonou que nous avons des bus Ben-Afrique qui circulent. C'est un projet de la ville de Cotonou.
et qui vise essentiellement effectivement à progressivement remplacer les émigrants de manière à leur permettre de s'adonner à d'autres activités que le gouvernement d'ailleurs est en train de prévoir. Parce que vous vous souvenez, je pense qu'il y a quelques années en arrière, l'ancien président Kérékou avait invité d'un discours les émigrants à aller vers l'agriculture. Bon, est-ce que les moyens ont suivi pour qu'ils puissent... Ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, le gouvernement actuel du président Yahya Boni est encore revenu sur la même question. Et je pense que les gens sont en train de trouver des solutions pour pouvoir permettre effectivement à ces émigrants-là de partir progressivement pour laisser place à ces structures-là plus organisées pour pouvoir organiser l'activité de transport au niveau de la ville. Donc aujourd'hui, il y a Ben Afrique qui est là. C'est un projet de la ville de Cotonou. Et de plus en plus, les gens commencent par comprendre qu'il faut aussi aller là et laisser un peu les autres du monde. Avec l'arrivée des bus Ben Afrique, le projet de la ville de Cotonou se réalise en amont. En aval, par contre, les émigrants n'apprécient que très modérément le sort que la municipalité veut leur réserver, car pour eux, l'agriculture est loin d'être un secteur porteur. Vous dites que les gens qui sont à l'agriculture, est-ce qu'ils ont pu améliorer leurs conditions? Et nous allons s'ajouter à eux. Là, c'est de la foutaise. Ceux qui sont là-bas, là, qui font l'agriculture, là, est-ce qu'ils ont pu améliorer leurs conditions? Mais rien, mon frère. Allez, si vous quittez ici, là, il faut promener vos caméras dans les champs pour voir. Les gens, ils en manquent de tout. Ils ont dit qu'ils ont acheté les machines agricoles, tout ça là. Le masque qui était à 100 francs avant leur arrivée, aujourd'hui c'est à 250. 250. Malgré les machines agricoles qu'ils ont chanté, acheté, le maïs était à 250. Maintenant, vous nous dites d'aller encore dans les champs. Est-ce qu'ils ont pu améliorer les conditions de ceux qui font le cultivateur ou bien les paysans là-bas? Ils ont pu améliorer leurs conditions. Si nous autres là, nous quittons ici pour s'ajouter à eux, ça c'est du... Qu'est-ce qui va se passer? Non, est-ce qu'on peut encore s'amuser avec nous? Non! Non! Si ceux qui sont là-bas, là, s'ils vivent bien là, comment l'agriculture là, ça c'est un problème. Prends une eau sacrée là. Rapidement, nous allons s'ajouter à eux. Les autres végètent dans la misère totale et nous autres aussi, nous allons s'ajouter à eux. Pourquoi? Mais si les émigrants s'accrochent à leur moto, ce n'est pas tant parce que l'activité est paisible, loin s'en faut. Les conducteurs de mototaxi dénoncent de nombreuses tracasseries administratives et des abus en tout genre. Il y a d'énormes difficultés. Il y a d'énormes difficultés. Par exemple, la mairie, si vous achetez la moto, vous êtes obligé d'aller à la mairie pour aller vous faire recenser. Arrivé là-bas, on va vous exiger de payer le droit et taxes. Donc, par exemple, si vous achetez la moto dans le mois de juin, les 6 mois en arrière, de janvier en juin, là, vous êtes obligé de payer les 6 mois que vous avez eu à passer à la maison. Donc, dans cette condition, est-ce que vous qui êtes resté à la maison galérez pendant 6 mois, là, vous allez payer encore le temps de votre chômage là, avant de commencer par rouler? Ce qui a fait que vous allez vous retrouver en une année. Par exemple, moi, mon cas personnel, ça là, j'ai acheté la moto le 9 juin 2006. Et on m'a délivré 1 an de droit et taxes. Donc les 6 mois que j'ai épuisé à la maison, j'ai payé ça. Donc en 2012, ça c'est pour le mois l'année passée. Donc de janvier en mars, là j'étais malade. Donc je me suis reposé à la maison. Le mois de mars, je vais commencer par rouler les droits et taxes. On m'a obligé de prendre 1 année. C'est pas normal, ça c'est de l'escroquerie pure. À ce chapelet de récrimination vient s'ajouter des accusations d'arnaque, de corruption et de harcèlement policier au mépris des instructions du président de la République. Si vous quittez ici, allez à Tokpa. Nos frères émigrants là ne peuvent pas aller prendre un client pour aller déposer à Tokpa. Le policier qui est là, il vous demande
les droits et tasses. Si vous présentez les droits et tasses là, ils vont vous demander, bon, allumez vos clignotants. Ou soit, on vous dit que votre numéro n'est pas éligible. Mais c'est dans mon sac. Si vous voulez, je vais vous présenter ça. On vous dit que votre numéro n'est pas éligible. Donc moi-même, on m'a arrêté, donc j'ai fait la copie de cette chose-là. J'ai fait la copie. J'ai fait la copie et j'ai gardé ça le jour que le président va essayer de nous appeler. On va essayer de lui montrer ça. Regardez. Numéro illisible. Commissariat de Dantokpa, numéro illisible. On me demande les droits et tasses, j'ai tout montré. On me dit, ah, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un règlement la meilleure pour ça là? Je dis non, tout ce que vous voulez. Il me dit d'accord, on va aller, on va se voir là-bas. Il a commencé par me délivrer un papier pour dire que mon numéro est illisible. De là, comment on ne peut pas, c'est que on dirait que notre pays, nous n'avons même pas un président qui gère ce pays. Non, disons-nous clairement la vérité. Le président les a, plusieurs fois le président l'a dit. Il a dit, ben, il ne faut pas les rançonner. Est-ce qu'il y a un commissaire là? Non. Moi j'ai demandé à le rencontrer. Demain parce que j'ai fait la photocopie. Je n'ai rien payé quand même. Je n'ai rien payé. Allez là-bas tout de suite maintenant. Vous allez voir mes frères défiler là. 3 000, 3 000, 7 000, 7 000. L'argent là, ça va où? Le président a fait une marche verte dans ce pays. Il faut que la marche verte là aille contrôlée aussi dans ton coin. Malgré les difficultés sus-évoquées, il y a fort à parier que ce n'est pas demain la veille que l'activité de mototaxi va s'arrêter à Cotonou, au contraire. Avec l'arrivée des Chinois, l'importation des motos va crescendo et le coût de l'engin est de plus en plus accessible. Le plus important reste que l'activité réussit à nourrir son homme et à subvenir aux besoins des siens. À tout ceci, il faut ajouter le fait que la moto, au Bénin, comme dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, est quasiment devenue un élément identitaire. Après la diffusion de cet élément, de retour sur ce plateau pour la deuxième partie, une partie interactive avec 4 invités. D'abord, à ma droite, le professeur Yingen Moyo Théophile. Il est architecte, urbaniste, président du Conseil de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. Bonjour, professeur. Bonjour. En face de vous, vous avez le professeur Toyem Pascal, professeur des universités, expert scientifique du Bureau Caraïbe de l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour, professeur. En troisième position, on a le professeur Kenye Fodop. Il est géographe, urbaniste et développementaliste, professeur émérite des universités. Bonjour, professeur. Bonjour. Et enfin, le professeur Constant Fopi Diogap. Il est agrégé des sciences économiques à l'université de Yaoundé 2. Bonjour, professeur. Bonjour. Okay. Vous avez regardé avec nous cet élément. Quelles sont vos réactions rapidement en quelques minutes? On commence par vous, professeur. Nous avons bien vu le documentaire, même s'il date un peu, parce qu'on parle du président Boni. Je pense que le problème est d'actualité dans presque toutes les villes africaines au sud du Sahara. Et je ne pense pas que ce soit une activité qui va s'arrêter de sitôt. Parce que les problèmes qui ont été à l'origine, les causes de l'expansion de cette profession sont là. Et tant qu'elles n'auront pas disparu, et je ne pense pas que ce soit le cas, dans un proche avenir, il y aura toujours des mototaxis, dont la généralisation de ce phénomène est telle qu'il faudra en tenir compte dans tout projet d'urbanisme en Afrique. Ok. Professeur Kenye, une réaction? Écoutez, les images du documentaire que nous venons de voir sont révélatrices de la complexité du phénomène de la mototaxi, qui est un phénomène, on pourrait dire, made in Africa, et qui est, comme d'ailleurs le reportage, le documentaire l'a dit, d'origine béninoise, parce que le phénomène de mototaxi est né à Porto Novo, si on peut faire un peu d'histoire, et un certain Jules Aotin serait d'ailleurs à l'origine de ce phénomène, puisqu'il transportait
finalement les vendeuses d'akassa, une sorte de semoule de maïs à base de maïs, servi, accompagné finalement de la sauce, de la région vers la ville de Porto Novo. Et pendant une quinzaine d'années, ce phénomène est resté limité dans la périphérie de la ville de Porto Novo et par la suite s'est développé à toucher les villes des pays voisins comme le Togo, le Nigeria et puis ensuite au Cameroun. Et finalement, ce reportage-là témoigne de la complexité du phénomène puisqu'on voit bien d'un côté les transporteurs par mototaxi, les mototaxistes, les immigrants, ici ou les benskins au Cameroun, qui veulent, à travers quand même cette activité, rendre service et gagner leur pain. Il y a de l'autre côté les autorités qui veulent bien réglementer, et on a bien vu, hein, vous voyez, ce leader, on peut l'appeler leader des mototaxis, qui vraiment est monté en épingle contre une sorte de réglementation qui veut que finalement les transporteurs par mototaxi se conforment à une réglementation, car il faut bien le dire qu'il n'y a pas de vie communautaire sans ordre, sans règles et sans discipline. Vous voyez, parce que pour ces gens-là, c'est un véritable gagne-pain. Okay. Je vais aller avec vous, le professeur Toyem. Est-ce que vous pensez également que c'est un sujet, un phénomène d'actualité? Tout à fait. Il faut signaler déjà que c'est un phénomène qui, sur le plan scientifique, souffre d'un très faible positionnement heuristique, parce que c'est un domaine justement boudé par la recherche techniciste technocratique. Je ne crois pas qu'il y ait des études disponibles sur la question aujourd'hui, de manière exhaustive, quoi. Toutefois, il faut signaler que nous sommes là dans ce que j'appelle le spectre des États mendiants. À quoi correspondent justement les démocraties paupérisantes? Parce que ce phénomène de mototaxi a un nom, ça s'appelle la précarité, qui est symptomatique, n'est-ce pas, des politiques liberticides, sociétacides et finalement juvénocides, entretenues par le système mondial de prédation. Justement, on en reparlera et on finit par vous, le professeur Constant. Le documentaire qui vient de passer nous renseigne davantage sur le phénomène de mototaxi en Afrique subsaharienne. Il nous présente les origines, les conséquences et surtout l'opportunité de cette activité. J'aimerais ajouter que le leader, comme a dit mon compagnon tout à l'heure, n'est pas représentatif de l'activité de ces mototaxis, puisque là nous avons vu un opérateur qui avait sa propre moto. Là, ce sont des cas rares. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, beaucoup sont des locataires des mototaxis. Ils font des locations journalières et certains, pire encore, sont des temporaires. Ils n'ont souvent que 2 heures de conduite par jour. Donc, s'ils présentaient toute cette facette de conducteur, vous allez voir, on devrait comprendre que c'est un phénomène quelque peu suicidaire et il est temps qu'on agisse. Mais justement, revenons donc aux origines. Vous l'évoquez, que ce soit Cotonou, que ce soit Douala, que ce soit Bujumbura, au Burundi, au Nigeria, Abuja et Lagos, le phénomène connaît une sorte de recrudescence. D'où vient, d'où part même en réalité? Est-ce que ce n'est pas un problème peut-être d'humanisme, professeur Moyo? Même si c'est un problème d'urbanisme, c'est un problème de société, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous êtes dans un système précaire, c'est-à-dire on a du mal à joindre les deux bouts, surtout la jeunesse, vous êtes obligé de vous débrouiller, comme il a été dit. Alors, à ce moment, comment il fait? Il cherche des solutions à des problèmes qui se posent. Et les problèmes qui sont posés, dans ce cas, c'est le problème de transport. Pour faire du transport, il faut des infrastructures. Particulièrement au centre, on peut dire que le problème est un peu résolu, parce qu'il y a des routes qui sont bitumées, mais lorsque vous faites quelques kilomètres dans les quartiers populaires, vous voyez bien que les taxis ne peuvent plus y aller. Et l'urbanisation est telle que on ne peut même pas tracer des routes dans ces quartiers populaires à cause de l'implantation anarchique des populations avec leurs maisons. Donc, il faut bien rentrer le soir, il faut bien rentrer après le travail. Vous prenez un taxi qui vous laisse à 2 km
2 chevaux, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'aller à pied. Et les jeunes ont compris que là, il y avait un filon qu'il fallait exploiter. Une moto peut quand même aller sur des pistes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le professeur dit tout à l'heure que ce sont parfois des diplômés. Donc ce sont des Camerounais, des jeunes Camerounais qui réfléchissent, qui sont à même de trouver des solutions à leurs problèmes et aux problèmes des autres. Donc, il n'est de doute pour personne qu'il y a un déficit de voies de transport, de moyens de transport dans nos villes. Et ça relève, ce sont des problèmes qui relèvent la compétence de l'État et des communes. Qu'est-ce que l'État a fait? Nous voyons dans nos villes que pratiquement les grandes routes, ce sont les pistes de l'époque coloniale qu'on a bitumées. En Afrique de l'Ouest, on voit des axes routiers qui sont bien aménagés. Et vous voyez bien que la concurrence se fait entre les taxis et les mototaxis. Mais dans certains pays, comme ici au Cameroun, vous voyez que la concurrence n'est pas à ce niveau-là. Les taxis ne vont pas, les mototaxis ne vont pas beaucoup, on leur interdit l'accès dans les centres. Et ces mototaxis ont une activité qui est complémentaire de celui des taxis, en grande partie. Vous prenez un taxi au centre-ville de Yaoundé, il arrive à l'orée d'un quartier populaire, il s'arrête et vous êtes obligé de continuer. Mais avec la recrudescence du nombre d'habitants dans nos villes, vous voyez que petit à petit, les mototaxis envahissent aussi les centres urbains et donc vont se retrouver bientôt en concurrence directe avec les taxis. Donc il y a là, pour résumer, le manque d'infrastructures, le manque de moyens de transport et malgré l'alerte qu'on essaie de soulever depuis des années, les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de ce phénomène qui est tout de même assez dangereux parce que vous avez vu que les mototaxis n'ont pas de casque. Et même ceux qui ont des casques, ils transportent des passagers qui n'en portent pas. Justement, vous n'allez pas vous dire... On va revenir sur cet aspect de moto et de sécurité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi voir au phénomène des mototaxis dans les villes africaines l'échec peut-être des politiques de développement? Oui. Je dirais qu'il y a 3 facteurs qui sont à l'origine de la jeunesse et surtout de l'expansion de ce phénomène. D'abord, à l'origine, une crise sociopolitique. Je vous ai dit qu'au Bénin, le phénomène prend naissance dans la ville de Porto Nono, dont le phénomène était circonscrit, voyez, dans ce qu'on peut appeler Porto Novo et sa région. Pourquoi il s'est développé finalement au Bénin? D'abord généralisé sur le territoire béninois, il y a eu d'abord l'expulsion en 1978, si vous voulez, des Béninois du Congo pour rentrer dans leur pays. Ensuite, des expulsions aussi toujours des Béninois au Gabon, à cause du soutien finalement de leur État à une tentative du coup d'État. Et puis aussi toujours une crise 77, le rapatriement des Béninois du Nigeria, parce qu'il y avait pas mal de Béninois, et on en trouve beaucoup aujourd'hui dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il en revient, bon bien sûr, il faut bien faire quelque chose, il commence à s'organiser professionnellement. Et c'est comme ça que le phénomène gagne le sud-est du Nigeria. Au Cameroun aussi, une crise, vous comprenez, 1990, parce que jusqu'à cette période-là, la mototaxi était finalement très peu développée. On peut dire qu'il y avait eu des signes précurseurs de ce phénomène à Douala. On parle d'un certain Célestin Tagou, qui était homme d'affaires, avant finalement les crises de 90, le retour du multipartisme au Cameroun. Et on sait ce qui s'est passé au Cameroun pendant les villes mortes. Et d'ailleurs, pendant les villes mortes, parce que les transporteurs par voiture-taxi avaient pris fait aux causes pour l'opposition, c'est pourtant l'État qui a encouragé finalement les mototaxis à transporter à peu près les personnes. Donc il y a d'abord la crise socio-politique ou socio-économique. Et puis
Second facteur, comme on l'a dit, il y a la défaillance quand même des pouvoirs publics. Parce qu'au Cameroun, si on ne reste que dans le contexte camerounais, il y avait la Société des transports par bus, la SOTU, créée en 1973. En 1995, la société met la clé sous le paillasson. Liquidation. Bon, bien entendu, était transporté dans les villes par, si vous voulez, la SOTU, devait finalement se déplacer et donc les mototaxis ont saisi finalement ce créneau. Et puis, troisième facteur, le manque d'emploi. Et là, on peut incriminer la faillite de la puissance publique parce que l'offre de transport public n'est plus assurée avec la disparition finalement de la SOTU, etc. Donc, il y a ces trois facteurs-là qui sont à l'origine de l'expansion, du développement de la mototaxi ici et là. Et comme le collègue l'a dit, ce mototaxi est surtout dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, un mode de transport des périphéries urbaines parce que certains quartiers n'ont pas de voirie, sont inaccessibles aux véhicules, donc la moto